Georges Saint-Pierre, prise 2. Ta deuxième fois sur le podcast, ta première fois dans le studio. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va très bien, merci. Et toi? Là, t'es-tu fatigué, là? Parce que là, t'es partout. Là, t'es partout. C'est UFC Fight Week à Montréal. C'est la première fois depuis que j'étais petit. Comment tu vas, man? Ouais, ben c'est une grosse semaine, hein. Vu que ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont pas venus à Montréal. Alors là, ils en profitent pour... ils se servent de moi aussi pour faire la promotion de plusieurs produits. Et puis, ben, c'est une bonne chose pour moi. J'aime ça être occupé. Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, on le réalise pas, là, mais ton entrée à Toronto, pour moi, c'est la meilleure entrée dans un combat d'UFC. Il n'y a rien de proche, là. Adesanya qui fait des danses hip-hop, c'est même pas proche, là. Puis là, on a des Québécois, des Canadiens qui vont rentrer au Centre Bell. Il va y avoir des papillons. C'est quoi le conseil que tu peux donner à ces combattants-là, là? Mais prendre le combat comme si c'est un autre combat. Pas essayer d'en faire trop. C'est possible, ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit souvent, si je fais un parallèle au hockey, quand il y a des matchs locaux, souvent on voit ça dans le match des étoiles, souvent les épreuves de match des étoiles. Quand c'est un gardien de but, puis il joue dans sa ville, il est très nerveux, il fait plein d'erreurs, puis c'est un peu la même chose quand tu te combats à la maison, tu veux pas en faire trop, parce que des fois, tu vas te compromettre, tu vas pour rien, tu vas faire des erreurs un peu niaiseuses, puis tu veux juste être toi-même, et puis le reste va prendre soin de la chose. J'adore cette conversation-là, parce que bon, tu sais, je commente la lutte pour Netflix, pour la WWE, et souvent, comme commentateur, même si j'ai jamais lutté, puis que je peux prendre Kurt Angle, mais je vais te leur demander après ça, par exemple, mais je dis souvent, quand tu es stressé dans un ring, ralentir le rythme, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Est-ce que c'est possible de le faire pour les combattants québécois, les combattants canadiens qui vont être au Centre Bell samedi, de dire, c'est quoi, je vais ralentir le rythme, puis comment tu ralentis le rythme? Comment? C'est une bonne question. Je vais vous donner un truc. Puis c'est un truc que tu peux utiliser pas seulement quand tu as peur, quand tu es stressé. C'est un truc aussi que tu peux utiliser avant de faire un exposé, par exemple, ou un travail, ou ça peut être n'importe quoi, une conférence, ou avant de rencontrer ton patron pour lui demander une augmentation de salaire quand tu es stressé. Peu importe. Avant d'aller demander à une fille d'aller en date, ou ça peut être bon pour n'importe quelle situation, mais avant un combat, moi, je me souviens que il y avait un truc que j'utilisais, c'est que je prenais une très grande respiration par le nez. Et ça se fait en 2 temps. J'essaie de faire rentrer le plus d'air possible. OK. Et après, il t'en manque un petit peu. Donc, prends-en un autre. Exactement. Tu as vu? Donc, ça se fait en 2 temps. C'est... Puis après, tu relâches. Ça, selon les soi-disant experts, Huberman et tous ceux à qui j'ai appris cette technique, c'est la meilleure façon de s'enlever de l'angoisse. Ouais, que tu peux faire, qui est très rapide, et tu peux t'enlever de l'angoisse. Ça, c'est une technique. C'est vrai qu'on te voyait souvent respirer quand tu rentrais dans le ring, comme on dirait que j'ai des flashs de toi. J'utilisais ça dans les vestiaires, j'utilisais ça avant de rentrer, j'utilisais ça même dans le combat des fois. Quand je me faisais surprendre avec quelque chose que j'ai pas vu venir. Wow. Au lieu de rentrer dans une bagarre, ben, je prenais un pas de recul, puis après ça, on sort. Wow. Tu peux le faire durant un débat politique. Tu peux le faire tu peux le faire d'une façon que ça paraît pas. Tu peux le masquer. Donc, si par exemple, tu me poses une question que je suis un peu sur le bord déstabilisé sur le bord du précipice, puis je sais pas comment répondre, au lieu de répondre n'importe quoi puis d'être stressé, souvent, je vais faire... C'est intéressant. Là, je prends mon expiration en même temps que je te parle. Mais bon, ça va permettre d'oxygéner mon cerveau puis peut-être de donner une meilleure réponse, tu vois. Bon, OK, ben là, je vais donner le temps d'oxygéner ton cerveau pour celle-là. OK, avant qu'on rentre dans ce qui va se passer samedi. Bon, là, moi, j'ai dit que je pouvais prendre Kurt Angle dans un match de lutte libre. Il y a 56 ans, j'en ai 32. Je vais avoir 33 la semaine prochaine. Là, j'ai commencé mon entraînement. Tu sais, est-ce que tu penses que j'ai vraiment des chances d'au moins l'amener au sol? T'aurais une chance s'il glisse sur une pleure de banane.
Les chances sont pas de ton côté, malheureusement. Ah ouais, OK, mais parce que... C'est pas à 100%, mais c'est à 99,9%. Parce que Kurt Angle, premièrement, il a l'avantage du poids sur toi. Et aussi, c'est un ancien médaillé d'or aux Olympiques. Oui, il fait de la lutte professionnelle, mais le mec, c'est un athlète aussi en sport de combat. Des vrais combats. La lutte, c'est un des sports, probablement le sport de combat le plus difficile. Ah ouais? Même Neil deGrasse Tyson, le fameux astrophysiciste, a dit que la lutte, c'est le sport le plus difficile qui soit. Mettons, toi, est-ce que tu le prends? Mettons, d'un matin, là, on met toi contre Kurt. GSP contre Kurt, lutte libre. Juste des tombées à gauche puis à droite. Qu'est-ce qui se passe? En lutte libre, je sais pas dans quelles conditions physiques il est Kurt Angle. Moi, je reviens d'une opération à l'épaule. Oh non, donne-moi pas l'opération à l'épaule. Écoute, c'est sûr que dans son prime... Dans son prime puis dans ton prime. Dans mon prime, en lutte olympique, Kurt Angle me battrait en lutte olympique. Ah ouais? Bien sûr, parce que moi, ce que je fais, c'est du MMA. C'est pas spécialisé sur la lutte. Lui, ce qu'il fait, c'est seulement la lutte. C'est une forme de... C'est un sport de combat qui est très spécialisé. Est-ce que des fois, tu sais, vous étiez en gang puis vous vous dites, parce que là, c'est très utopique ce que j'ai dit par rapport à Kurt Angle, mais est-ce que des fois, vous vous êtes dit, hey man, si lui, je pouvais l'avoir dans l'octogone, un, on ferait beaucoup d'argent, puis deux, ça serait un maudit bon combat. Mais je pense que si Kurt Angle, c'est juste une question de timing, aurait vécu à l'âge que le MMA est aujourd'hui, je suis certain qu'il aurait été excellent en MMA parce que c'est un athlète absolument incroyable. Déjà, avec son background en lutte olympique. Et là, tu peux lui montrer d'autres techniques. Son striking, son combat au sol au niveau des soumissions. Je suis sûr qu'il aurait été capable de s'adapter et qu'il aurait été absolument formidable. C'est laquelle des arts martiaux que si tu as ça à la base, le reste, c'est facile à apprendre puis tu te dis, je peux former un champion avec ça? Ça peut être différent pour chaque personne, mais moi, je pense en général, la lutte olympique, c'est une très bonne discipline de sport de combat à commencer parce que c'est très, très difficile. Ça te force à développer tes aptitudes et tes qualités athlétiques beaucoup plus que les autres sports. Donc, c'est pour cette raison-là, je pense que c'est le meilleur sport de combat pour commencer, en général. C'est lequel des sports de combat que t'es comme, je l'ai dans mon arsenal, mais je l'ai jamais utilisé? Je sais comment faire cette affaire-là, mais... je te dirais qu'en certains outils que j'ai appris qui sont plus pour le self-defense, pour la rue, c'est des choses que je peux pas utiliser en arts martiaux mix, mais c'est des choses que si je me fais attaquer dans la rue, comme attaquer les yeux, les choses comme ça. C'est comme ça? Mais c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que, écoute, faut quand même se rappeler que le MMA, le Mixed Martial Arts, c'est un sport, il y a des règles. Donc, tu n'as pas le droit de tout faire. Et la raison que tu n'as pas le droit de tout faire, c'est pour protéger la santé des combattants. Là, je sais qu'on va rentrer dans la carte. Tu n'as pas le droit de mordre, tu n'as pas le droit les doigts dans les yeux. Il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire. Une chance? Absolument, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est certain. Mais c'est juste pour te dire que dans la rue, il n'y a pas de règles. Tu peux prendre une roche, une bouteille de bière, et puis tu vois, il n'y a pas de règles. C'est pour ça que c'est différent. La gang de Bet99 sont l'autre bord, là, puis je sais qu'ils vont vouloir que je te pose des questions sur le fight, mais moi, j'ai goût de te parler. OK, so, admettons, parce que je pense pas que la belt était là quand tu étais là, mais la fameuse BMF, là, qui est Baddest Mother Effer, là, cette ceinture-là, est-ce que tu aurais voulu te battre pour ou t'es comme, c'est un prop? Ben, c'est plus je pense que c'est une ceinture qui est faite pour les fans. C'est ils disent en anglais un fan favorite. C'est un titre que, pour moi, c'est un titre de popularité, en fait, auprès des fans. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est un titre pour montrer l'adoration que les fans ont pour toi. C'est un titre un peu... Il donne un peu le titre de bad boy. Mais j'aime mieux être champion du monde que d'avoir ce titre-là. OK, là, j'ai ici. Bon, on va parler de ce qui passe samedi. Shevchenko. Oh my God. Shevchenko. Valentina Shevchenko. On va l'appeler contre Manon Furio. Bon. Assis-tu où dans les greatest of all time? Parce que puis ce combat-là, je pense qu'il va être très important pour son legacy parce que
On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on la situe où? Est-ce qu'elle est top 3 ou là, ça commence à baisser un petit peu? Dans les greatest of all time, Dans les filles, là. Shevchenko, elle peut être 1, 2 ou 3. Il y a 2 autres noms aussi qui viennent. Nunez et Ronda Rousey. Exactement. Rousey, parce que je te dirais, ça a été la première qui a tracé le chemin pour les femmes. Côté popularité, je pense que ça a été l'athlète féminine en arts martiaux mix la plus populaire. Mais Rousey, c'est là, on s'entend. Là. C'est mais aussi elle était très, très bonne à finir ses adversaires avec le fameux Juji Gatame, qui est une clé de bras qui était sa prise préférée. Aussi, c'est une femme qui est quand même très belle et puis elle est très charismatique, donc ça aide à vendre. Elle est arrivée à un vraiment bon moment. Un bon moment, puis elle a fait taire beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde à l'époque qui disait « Ah, moi, ça m'intéresse pas regarder les femmes », mais quand ils la voyaient combattre, elle est très spectaculaire, puis ça l'a attiré beaucoup les yeux vers le sport de combat féminin en MMA. Et je te dirais, il y a Nunez. Elle, c'est une légende. Je te dirais que c'est probablement la numéro 1, point de vue accomplissement. C'est vrai, elle a 2 belts. Elle a 2 ceintures. Et elle est absolument incroyable. Shevchenko, je te dirais, point de vue accomplissement, c'est peut-être la numéro 2. Point de vue popularité, c'est Ronda Rousey. Ouais. Exactement. Ça dépend comment tu veux juger la chose. J'aime ça parce que tu vois, on a parlé de la chose, on l'a développé, puis là, on voit que, bon, là, t'as Nunez 1, puis je suis d'accord avec Nunez 1, là. Nunez, il n'y a même pas de débat, là. Après ça, Valentina, puis Ronda. Puis moi, je sais qu'elle n'est pas dans le top 3 ou dans le top 5, peut-être, mais Rose, là, c'est ma lutteuse préférée. Rose Namajunas est très, très bonne aussi. Très bonne aussi. Ouais. Quand elle donne un coup de poing, là, gone. Puis, OK, fait que toi, de tout... C'est un peu comme Conor McGregor. Conor McGregor, c'est le combattant qui a été le plus populaire. Ouais. Qui a amené les plus hauts résultats au niveau de la télé à la carte, des ventes de télé à la carte. Cependant, c'est-tu celui qui est le meilleur? Je pense pas. Il a été champion, il était absolument il est excellent, mais il y en a eu d'autres qui ont eu plus de titres au point de vue de legacy. Ils ont fait plus que lui. Aldo, là, il pull-tu un Kobe Bryant à la fin du combat, là, dans le sens qu'il prend toute sa retraite, c'est fini, là? Parce que là, à un moment donné... C'est dur à dire, ça va dépendre du résultat du combat. Puis José Aldo, il se bat contre un ami et un partenaire d'entraînement à moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ayman Zahabi, lui, c'est maintenant ou jamais, il a 36 ans. Il a commencé sa carrière professionnelle un peu tard, mais c'est maintenant ou jamais pour lui. C'est la chance de sa carrière. S'il gagne, il rentre dans le top 5 mondial et puis il va devenir un prétendant très sérieux au titre. Alors, je vais être dans son coin, puis j'ai très hâte. Fait que là, toi, là, so, là, tu vas être dans son coin. T'es pas dans le ring, tu contrôles pas qu'est-ce qui se passe. T'es-tu plus stressé d'être dans le coin ou plus stressé d'être dans le ring? Ah, c'est sûr que t'es plus stressé quand t'es dans la cage, parce que c'est toi qui combats, c'est des risques. Mais c'est aussi stressant d'être dans le coin, parce que tu contrôles pas aussi... Tu contrôles vraiment, ultimement, tu contrôles jamais rien à 100%, mais tu as encore moins de contrôle quand tu es dans le coin. Moi, mon rôle, c'est comme un support moral, un peu. Okay. Il y a son frère, Firas Zahabi, qui est aussi mon entraîneur, que lui, il va lui prodiger les conseils techniques. Est-ce que je voyais une clip des Maple Leafs de Toronto où l'équipe marque un but, il y a un des coachs qui saute partout, puis le coach en chef il dit hey, calme-toi, c'est business, on va fêter à la fin. Est-ce que c'est un peu comme ça dans les coins? Est-ce qu'il y a un gros coup de poing qui se donne, puis on est comme on va rester calme parce que le match peut être long, le combat peut être long? Quand tu es homme de coin, tu essaies d'être le plus objectif possible. Tu essaies de mettre tes émotions de côté. Tant aussi longtemps que c'est pas fini, tu essaies d'être très objectif. Parce qu'il faut que tu te concentres sur l'objectif pour pouvoir gagner. C'est pas les émotions qui vont te faire gagner. Les émotions peuvent t'aider peut-être quand ton combattant frappe un mur et puis il est épuisé. Là, tu peux te servir du côté émotionnel pour lui faire monter son énergie. Par contre, il faut faire très attention. Si tu te bats avec les émotions, ça peut te faire commettre des erreurs. C'est ça. C'est important que tu restes très objectif et très tactique. Tu gardes un esprit clair. 2 choses. Parce que moi, j'ai vu une clip là, sur Instagram.
Puis j'ai dit, je vais lui demander hors d'ordre, mais on t'avait demandé hors d'ordre, c'est quoi l'affaire? Le meilleur exemple de ça, Oui, vas-y. on se souvient quand José Aldo a combattu Conor McGregor. Ouais. Quand Conor McGregor a gagné le titre la première fois, il a tellement enragé José Aldo durant tout le long de la promotion avant le combat. Ouais. Donc, José Aldo, il était fou de rage. Il a commencé le combat, il a perdu la tête et il s'est fait avoir. Wow. Donc, c'est un des meilleurs exemples que je peux vous donner pour lequel il ne faut pas se battre avec ses émotions. Ça t'est arrivé dans l'octogone Oui. Ah ouais! J'ai déjà perdu un combat, ma défaite contre Matt Serra. Je m'avais fait ébranler avec un coup en arrière de l'oreille. Et au lieu de prendre un pas de recul et essayer tenter de récupérer pour pouvoir revenir par la suite dans le combat, mon orgueil voulait que je me suis dit, je peux pas croire qu'il m'en a donné une, mais je vais y redonner tout de suite. Donc, j'ai fait un mauvais jugement à cause de mes émotions. Wow! Donc, c'est ma fierté qui m'a fait perdre aussi le combat. Wow! Et j'ai perdu ce combat-là. J'ai appris beaucoup de ma défaite. Puis plus tard dans ma carrière, un combat que j'ai eu contre Carlos Condit, j'ai pris un coup de pied en pleine tête. Donc, je me suis fait, on appelle ça dropper, je me suis fait knockdown. Je suis tombé sur les fesses. J'ai eu comme, pendant une demi-seconde, j'ai comme un flash. Et là, au lieu de me relever pour pouvoir lui redonner tout de suite, parce que ma fierté voudrait que je me relève, c'est mes réflexes, j'ai accepté le fait que je me suis fait blesser. Donc, j'ai resté sur le dos pour pouvoir bloquer. J'ai utilisé une technique de la garde pour pouvoir bloquer les attaques de mon adversaire. Et c'est ce qui m'a permis de gagner ce combat-là. Donc, c'est ma défaite contre Matt Serra qui m'a permis de gagner mon combat contre Carlos Condit parce que j'avais appris de ma défaite. Et c'est un des moments... En fait, c'est le moment de ma carrière qui m'a rendu le plus fier. C'est la première fois que je t'entends raconter cette histoire-là. Mm-hmm. Wow! Ouais. Souvent, le monde, ils sont fiers de leur victoire et tout. Moi, je suis fier de ce moment-là. Puis c'est pas un moment que je gagne le combat, c'est un moment que je m'en prends plein la bouche, là, mais ça me permet de revenir plus fort puis je gagne le combat par la suite. Ça, c'est fou. Juste avant que j'oublie, parce que j'ai vu ça en ligne, ça n'a pas rapport avec samedi, mais il faut que je te pose la question. C'est quoi l'affaire qu'il y a un gorille qui t'a poursuivi? Ça fait plusieurs années, j'étais au Rwanda, en Afrique, et je suis allé faire une randonnée avec des experts, avec un guide pour aller voir des gorilles. OK. Et les gorilles, c'est un animal qui est très intelligent et puis il tolère les humains. Ouais. Le même guide va voir la même famille de gorilles à chaque jour. Donc, on avait un cours à faire, quoi faire et quoi ne pas faire. Ouais. Il t'explique que tu n'as pas le droit parce que dans la famille, il y a tout le temps un mâle dominant, un silverback. Ouais. Tu n'as pas le droit de le pointer du doigt. S'il te regarde, tu regardes à terre. Tu prends pas de photos avec des flashs. S'il vient vers toi, ben, tu t'enlèves de la ligne. Si jamais il vient proche de toi, comme pour te challenger, ben, tu te mets en position de dominer. Wow! Et durant ma randonnée, on était en train d'observer les gorilles. J'étais avec deux couples d'Allemands qui étaient un peu plus âgés. Puis le gorille, à un moment donné, il s'est comme mis à me regarder. Puis là, il s'est mis à marcher vers moi, mais d'une façon un peu agressive. Pas pour me faire mal, mais assez agressive. Et là, j'ai eu vraiment peur. Je me suis tassé du chemin, puis je me suis accroupi en position de dominer. Ouais. Et là, quand j'ai levé ma tête, j'ai regardé, il s'est mis de dos à dos à moi. Et là, j'ai vu. On peut pas voir ça à la télé quand on regarde les documentaires, mais moi, j'étais tellement proche. J'ai vu à travers sa fourrure, ses muscles, la définition musculaire. Et je vois la grosseur de son dos et de ses muscles. Et là, je me dis dans ma tête, moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais là, je suis devenu religieux. Je dis, s'il vous plaît. Là, j'ai vu ça. Et là, le guide m'a donné la main, il m'a aidé à me relever. Et puis, je me suis tassé du chemin. Et le guide, par la suite, il m'a fait comprendre que la raison pour laquelle il s'est mis de dos à moi, juste pour vous montrer à quel point c'est intelligent, c'est parce qu'il voulait me montrer à quel point j'étais pas une menace pour lui. Donc, lui, dans sa tête, il s'est dit, je vais te donner mon côté le plus vulnérable pour te montrer à quel point j'ai pas peur de toi. Parce que juste, c'est un test, en fait. Il voulait juste que je me soumette à... Ouais, mais même avec mes années d'entraînement, je pense qu'on peut prendre 2, 3, 4 Georges Saint-Pierre puis j'aurais pas fait le poids. Fait que toi, là, quand l'affaire d'Internet de 100 humains contre un gorille, t'as fait « Nah, bro, moi, je les ai vus. Ils nous pètent toutes. » Non, ben 100 humains, 100 hommes contre un gorille, je pense que les hommes réussiraient à en venir à bout, même s'il y aurait beaucoup de morts.
Cependant, un contre un, c'est impossible. Un gorille, ça peut carrément t'arracher le bras comme ça. Là. C'est extrêmement puissant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puis ils savent en plus. Un gorille, c'est très intelligent. Tu vois un chien, ça n'a pas vraiment d'émotion. C'est content, des fois ça pleure, des fois c'est fâché. Mais un gorille, tu peux voir, c'est comme un humain. Quand tu le vois de proche, il te regarde des fois, puis tu vois la définition au niveau de sa figure. Des fois, il est jaloux. Des fois, il est curieux. Des fois, il me tape ses nerfs. Des fois, il est là, puis il s'amuse en te regardant. Ça a tellement d'émotions. C'est comme un humain. On dirait que c'est un humain qui est comme 10 fois plus fort que toi, puis que tu veux pas le fâcher, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu te sens quand tu vois un gorille. Y a-tu... parce que là, ça fait combien de temps t'as pris ta retraite? Là, ça fait... Ça fait 6 ans. 7, 6? Ça fait 6 ans. Y en a-tu un dans la nouvelle gang, là? T'es comme, oh, mon prime contre lui en ce moment, ça serait malade. Tu sais, sans dire je sortirais de ma retraite pour l'affronter, mais, man, ça serait le fun de rentrer dans l'octogone avec lui puis donner un show, là. Il y en a plusieurs. Quand tu veux être champion, quand je combattais à l'époque, j'étais quelqu'un de très fier. Et je suis encore très fier. Mais pour être champion dans ce sport-là, vu que c'est un sport qui est très égotistique, il faut que tu aies beaucoup de fierté. Puis la chose la plus excitante pour un combattant, c'est souvent la chose la plus épeurante. Donc, tu veux te battre contre le meilleur. Ouais. Celui qui est au top, là, ben, c'est lui que tu veux avoir. Ouais. Moi, j'étais comme ça. Un coup que j'ai pris ma retraite, j'ai perdu beaucoup de ce côté-là de moi. J'ai changé. J'ai plus ce désir de me prouver. Parce que j'ai plus besoin de prouver au monde que je suis l'homme le plus fort. C'est fini pour moi. C'est sûr que si je retournerais en arrière avec la même mentalité, oui, je voudrais me battre avec les meilleurs. Ça, c'est normal. C'est comme ça que tu dois être dans ce sport-là. Mais tu sais, je t'ai jamais croisé quand t'étais actif. Fait que je peux pas savoir quel genre de personne t'étais, mais on dirait que je peux pas m'imaginer ta sagesse puis que tu l'avais pas avant, genre? Non. J'ai toujours eu l'esprit de combattant. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement compétitif. J'étais pas arrogant, mais j'étais quelqu'un de très fier. Mais j'étais très respectueux aussi. T'as une très grosse différence entre être confiant et être arrogant. Puis la ligne est fine. La ligne est fine, exactement. J'ai toujours eu une grande confiance en moi. J'ai jamais été arrogant, mais j'étais quelqu'un de très fier. Puis je voulais me battre contre les meilleurs. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais devenir... J'ai été le meilleur. J'ai été champion parce que je me suis battu contre les meilleurs. Et il n'y a pas d'autre façon de devenir le meilleur que de se battre contre les meilleurs. Si tu veux prouver à toi-même puis aux autres que tu es le meilleur, ben il faut que tu fasses face aux meilleurs. Est-ce que les combattants, avant les combats, vous regardez les codes de Vegas? Ça arrive des fois. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Absolument. Et tu regardes les codes de Vegas, qu'est-ce que le monde y dit, c'est sûr que ça va te chercher des fois. Puis il faut que tu te serves de ça comme motivation. Quand t'es pas le favori, tu te sers de ça parce que tu veux prouver aux autres qu'ils ont tort. Moi, je me suis servi de ça, surtout au début de ma carrière. Quand je disais à mes amis au début que je voulais être un combattant, ils sont tous mis à rire. C'est soit que tu essaies de t'en aller, de prendre tes distances aux gens qui sont négatifs, mais des fois, c'est pas malicieux. Ils veulent juste pas que tu te fasses faire mal. Et moi, c'était mon cas, c'était ma famille, c'était mes amis, c'était mes vrais amis. Donc, au lieu de m'éloigner, je me suis servi de ça comme une motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort. Puis ça m'a bien servi. OK, so, c'est quand ça va arriver que ça va faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, brrr, puis qu'on va voir Georges Saint-Pierre courir dans le Royal Rumble de la WWE. Tu ris, mais il y a quelqu'un quand j'étais au ESPN Award la dernière fois qui était de la WWE qui m'a approché. Le problème, c'est que je veux pas être en tournée. La façon qu'ils fonctionnent avec les contrats pour leurs athlètes, c'est souvent des contrats avec... il faut que tu signes à l'année. Puis de retourner sur la route, faire des galas à toutes les semaines. Un Royal Rumble. Faire une apparition une fois de temps en temps, j'aimerais ça. Puis ça serait vraiment cool. Puis j'aimerais ça apprendre des trucs.
Logan Paul est absolument exceptionnel. C'est un bon exemple. Les trucs qu'il fait, ça demande des qualités athlétiques incroyables. Puis il y a des trucs à ça, tu sais. J'aimerais ça apprendre de lui, comment il fait pour faire certains de ses moves. Je trouve ça absolument incroyable. Si Bad Bunny le fait, tu peux le faire, là. Absolument. Non, j'aimerais ça le faire. Puis je connais aussi Sami Zayn. Ouais. Je suis ami avec plusieurs de ces gars-là, puis j'adorerais faire une apparition comme ça. Hey! WWE! Un Royal Rumble. Le prochain est à Indianapolis, OK? Let's go. Le prochain... On my dime, on le fly à Indianapolis. OK, attends, j'ai les d'autres pour toi. C'est quoi ton Welcome to the League moment? Fait que ça, c'est le moment où tu te dis, OK, là, je suis vraiment chez les pros. Tu sais, y a-tu un affaire t'as fait? Yo, là, je suis arrivé. Il y en a eu plusieurs. Au début, quand je voulais être professionnel, mon premier combat, je me souviens, c'était à l'auditorium de Verdun. C'était le soir que Stéphane Ouellette, le boxeur, faisait un combat en arts martiaux mix. Moi, je me suis battu sur cette carte-là. Wow! C'est sûr que l'attention n'était pas portée sur moi parce que je n'étais pas connu à l'époque, mais c'était sur Stéphane Ouellette, le boxeur. Et puis, l'auditorium de Verdun était plein. Et j'ai combattu ce soir-là, j'ai gagné, mais je me souviens dans le vestiaire, là, c'était comme... J'étais tellement nerveux, j'avais tellement peur. Là, je me suis dit, merde, ça commence, là. Puis, wow, ça a parti comme ça. C'est lequel de tes combats qui n'est pas dans le Hall of Fame que tu dis ce combat-là mériterait d'être dans le Hall of Fame? Quand ça va arriver, ça va arriver. Mais si on est capable de le mettre dedans, ça serait malade. Il y a plusieurs combats que j'ai faits qui ont un peu peut-être passé inaperçus, mais que pour moi, ça a été une très grande victoire. Il y a un combat que j'ai fait contre Thomas Denny, qui était mon 4e combat professionnel. Ouais. C'était à Montréal. Et j'étais malade. Je faisais de la fièvre et puis... T'as ton Michael Jordan flu game? moi, je vais te dire, on m'appelait Rush parce que quand j'ai commencé ma carrière, je finalisais tout le monde. Je finissais tout le monde, tous mes adversaires au premier round. Ouais. Et là, j'affronte un Américain, la première fois de ma vie, un combattant international. J'étais champion canadien, mais là, je m'en vais contre du calibre international. Ouais. Et puis, j'ai un premier round, je suis malade. Déjà là, je suis pas à 100%, mais le combat commence. J'ai un gros premier round. J'essaie de finir mon adversaire. Ça marche pas. Il me donne beaucoup de résistance. Et là, je retourne dans le coin. Je suis absolument épuisé. Et là, mon homme de coin, qui est Christophe Midou, qui est d'ailleurs celui qui est dans le coin de Manon Furio, qui va combattre ce week-end. Ouais. C'est mon mentor. Wow! Et là, il me regarde, il dit là, il dit, tu continues comme ça. Et là, je regarde, je lui dis, Christophe, je suis plus capable, je vais m'évanouir. J'ai dit, je suis plus capable, je peux pas retourner. Il dit, non, tu retournes. Et là, je regarde, je dis, Christophe, OK, quand la cloche va sonner pour le deuxième round, je vais essayer un coup de pied à la tête, puis si ça fonctionne pas, lance la serviette. Ah! Et là, Christophe, il me dit, j'ai pas de serviette, tu vas mourir dans le ring. Et là, la cloche sonne pour retourner. Et là, je me dis, attends, mais là, mon homme de coin veut vraiment que je meure dans le ring. Mais c'est vraiment un salopard. Et là, je lance un coup de pied à la tête. Je le touche, mais je le touche pas comme je veux. Je continue à battre. Je réussis à le finir après 2 minutes, mais il m'a donné l'énergie qu'il fallait pour pouvoir continuer. C'est ça, un bonhomme de coin. J'aime que t'as dit. Il a créé une émotion qui m'a forcé à rentrer dans un instinct de survie incroyable et de gagner le combat. Mais ça a été un des combats que j'ai été le plus épuisé. Au niveau physique, parce que j'étais mort. Puis c'est un combat qui a passé vraiment inaperçu. J'ai dominé tout le long, mais j'étais tellement épuisé. Puis c'est la première fois de ma carrière que j'allais au-delà du premier round. T'as parlé de Manon tantôt. Est-ce que Manon, c'est le real deal? Est-ce que les gens ils vont mettre de l'argent? Là? Qu'est-ce qu'on fait avec Manon? Non, absolument. Manon est incroyable. C'est une Française. Elle vient du karaté. Et puis, s'il y a quelqu'un qui peut battre Valentina Shevchenko en ce moment, c'est elle. Oh ouais! Ouais, 100%. 100%. Son combat au niveau du pied-point debout est très, très fort. Elle vient du karaté. Valentina Shevchenko, c'est plus du Muay Thai. Ouais. Donc, ça va être un clash entre le karaté et le Muay Thai. Et puis, Manon peut très bien gagner le combat. Je pense qu'elle va d'ailleurs gagner. C'est son temps. Le sport de combat, c'est une question de timing. Il n'y a personne qui peut battre le temps. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, mais je pense vraiment que Valentina Shevchenko est un peu sur la descente en fin de carrière, puis Manon, elle, c'est son règne qui commence. Ça va prendre quoi là, pour qu'on t'envoie affronter Jake Paul dans un ring?
On va voir. Écoute, s'il y a une proposition intéressante, ça serait le fun. Ah, t'es intéressé? Mais si c'est je pourrais pas retourner. Je ne voudrais pas retourner faire ça à l'année longue, à chaque semaine, voyager. Ça me tente plus. Cette vie-là, pour moi, est finie. Mais faire une apparence pour un événement spécial ou faire quelque chose, un caméo, j'aimerais ça faire ça. Parce que c'était moins la mode quand tu... Puis peut-être si j'aime ça, puis je pogne la piqûre, peut-être que je vais vouloir retourner plus souvent. Je suis en train de le booker. Là, mais c'était peut-être moins... puis on n'a pas fini. C'était peut-être moins quand tu étais là, mais si tu avais le choix pour le plus gros combat que tu as eu, peut-être celui à Toronto, si tu avais le choix que quelqu'un chante ton entrée, ça serait qui? Tu sais, qui viennent chanter ton entrée avec toi. Là. On voit beaucoup... Il y en a plusieurs. Peut-être Drake, start from the bottom. Oh ouais! Toi, t'étais pas content dans le beef, là. J'aime beaucoup Booba. Booba aussi. T'écoutes du Booba? Ouais, Booba. J'aime Ruff, La Fouine. I Am, je les adore. I Am, je dirais, c'est peut-être mes préférés. Pour vrai? Ouais, j'ai grandi avec I Am, avec l'école du micro d'argent. Fait que toi, là, t'es un brother. Mais non, c'est vrai. OK, puis on va finir. As-tu un événement sportif que t'as pas vu? Parce que là, t'en as vu beaucoup, là. T'as vu. Mais y en a-tu un, t'es comme, yo, si je peux avoir des tickets pour cette affaire-là, le Georges Saint-Pierre Kid en moi serait vraiment content. C'est une bonne question. T'en as vu beaucoup. J'ai vu beaucoup. Si je pouvais retourner dans le passé, tu veux dire? Ou si tu peux retourner dans le passé ou un truc. J'aurais aimé voir Hulk Hogan. Je sais que tu es un fan de la WWE. Ouais. Avant, c'était WWF. Hulk Hogan contre Géant Ferré. Ah ouais. Hulk Hogan contre Macho Man. OK, Hulk Hogan, c'était ton gars. Oh, oui, j'adorais. Bret Hart, pour moi, c'était The Ultimate Warrior. C'était incroyable. Ça, c'était... Pour moi, là... Même je dois t'avouer, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était d'être un lutteur professionnel. Par contre, je suis pas assez gros pour l'être. Parce que quand j'étais plus jeune, les lutteurs étaient plus gros. Ouais. C'était le size, ça avait beaucoup d'importance. Maintenant, ça a changé. Ils prennent des athlètes plus petits, plus athlétiques. Mais avant, la grosseur était très importante. Puis moi, je pèse pas 250 livres, puis ça me tente pas de prendre des stéroïdes pour arriver à ce poids-là non plus. Donc, je priorise toujours ma santé. Mais c'était mon rêve était de devenir un lutteur. Et quand j'ai vu le premier UFC, j'ai tout de suite changé. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ça que je veux faire maintenant parce que ça ressemble beaucoup à la lutte. C'est UFC 1 qui t'a fait... Ouais. Ah ouais, hein? Mais avant ça... Je voulais être un lutteur de WWF. C'était Hulk Hogan, c'était mon idole. Bret the Hitman Hart. T'as-tu rencontré Hulk ou Bret? Shawn Michaels. Ben oui, Hulk Hogan, je le connais. Ah, pour vrai? Absolument. T'as-tu vu sa ligue de lutte, là? Tu veux-tu aller faire un tour? Ah, j'ai pas vu, non, mais je le connais. J'ai passé plusieurs soirées, beaucoup de temps avec lui. Ouais? Absolument, ben oui. Ouais. Mais genre, t'as un autre podcast après, fait que je vais te laisser. Mais tout le temps un plaisir de te jaser, tout le temps le bienvenu dans le studio. Je sais que t'as une grosse semaine, beaucoup de choses à faire, mais ben là, attends, on va juste vite. Avec le Bet99, t'es avec la gang de Bet99. Bud, t'as ta nouvelle bière. Ouais. Avec. Édition limitée. Ouais, édition limitée. L'or de ta ceinture dans la bière. Exactement. Crazy. Pas dans la bière, dans les canettes. Dans les canettes. Non, on va pas mettre de l'or dans la bière, OK? On n'est pas rendu le groupe. T'as une nouvelle... Ça va pas être sorti, fait on peut en parler de la sauce piquante. Oui, sauce piquante de Lords. J'ai une sauce piquante qui est Rush et aussi une qui est KO, qui est vraiment C'est terrible, piquante. ça. Ouais. Toi, t'es-tu... OK. Puis après ça, bon, on a fait le tour. J'ai ma ligne de vêtements aussi. Oui, c'est vrai, c'est ça qui sort vendredi, immédiatement après la pesée officielle du UFC. Ouais. On fait le lancement officiel et puis je vais être là avec David Loiseau, Patrick Côté, Olivier Aubin-Mercier, Valérie Letourneau, puis il va y avoir aussi des invités spéciaux qui vont passer nous voir. Là. Tout le squad. Donc, c'est vendredi soir à l'Hôtel Vogue à Montréal. Mais moi, je peux-tu être là, moi? Tu peux venir, bien sûr. Non, mais je vais être... Non, mais faut que je m'habille comme ça. Moi, je suis pas un très fashion, là. Mais je vais peut-être mettre un petit t-shirt comme ça. Hey. Mais félicitations encore, puis bravo, puis merci d'avoir pris le temps de venir. Merci. Là, le podcast est fini.